merci beaucoup pour cette invitation. Quand j'ai reçu l'invitation, j'étais un peu perplexe parce que je vais partir en congé scientifique pour travailler sur les questions de genre et d'intelligence artificielle dans l'éducation, mais c'est dans le futur. Donc évidemment, je ne peux pas vous parler de ça, c'est pas encore fait. Et puis j'étais venue il y a 2 ans pour parler déjà de biais de genre dans l'intelligence artificielle, et il ne fallait pas non plus que je vous fasse la même chose. Donc j'étais un peu coincée entre ce que j'avais déjà fait et ce que je n'avais pas encore fait. Et je me suis dit que je vais vous faire la suite. Voilà, comme ça en même temps je fais de la pub pour les conférences Piaget précédentes. Je vous fais la suite. Et d'ailleurs, je me suis aperçue que j'en ai encore un bout, donc je préviens une 3e fois pour faire le 3e tome. Je vais vous raconter des histoires. Ce n'est pas forcément si courant quand on est sociologue ou quand on est dans ce type de conférence. Mais je vais vous raconter des mythes, des récits de science-fiction, des nouvelles, en lien avec ces questions des premiers rêves portés par les informaticiens des années 50 ou des années 80. Et comme évidemment ma spécialité, c'est les questions de genre, vous allez voir, je vais faire un lien avec les questions de genre. Et je vais commencer par cette image. Je vais avoir plus d'images que de texte sur ma présentation, vu que j'ai décidé de vous raconter des histoires. Les créatures artificielles, c'est un vieux fantasme de l'humanité, et je vais être modeste. Moi, je vais rester en Occident, et encore, ça fait déjà pas mal. Je vais loin de vous parler de toutes sortes de créatures artificielles, sinon j'aurais pas eu, c'était plus d'1 heure dont j'aurais besoin. Et je vais partir en gros de l'Antiquité aux cybernéticiens. Je vais faire des allers-retours pour vous montrer comment ces mythes et ces histoires répondent aux fantasmes qu'avaient les cybernéticiens des années, je vous dis, c'est 50 jusqu'à 80. Et quels fantasmes de création ils avaient, qui étaient des créations qui n'avaient pas besoin de passer par les femmes. Mais pour commencer, puisque je vais vous faire une présentation vraiment dépourvue de femmes, en quelque sorte, je voulais vous présenter l'ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer, un des premiers, on se bat pour savoir qui est le premier, un des premiers ordinateurs électriques, 1945, qui était programmé par 6 mathématiciennes dont vous avez le nom. Là, vous les voyez en train de programmer. Ça a beaucoup changé depuis. Le mur, là, avec les fils, c'est l'ordinateur. Et ce qu'elles font, c'est qu'elles sont en train de le programmer. À cette époque, la programmation étant vue comme un sous-produit de l'informatique, mal payé, peu considéré, et pour lequel, surtout, il n'y avait pas de formation dans les universités. On apprenait la programmation en la faisant. Des mathématiciennes autodidactes, par définition, en programmation, et considérées comme sous-qualifiées, faisaient bien l'affaire sur des machines construites par des ingénieurs qui, eux, avaient évidemment une reconnaissance parce que c'était dans la filiation de l'électronique, de l'ingénierie. Ces 6 personnes que l'on surnomme les ENIAC 6, j'ai un de mes collègues en histoire des technologies qui les présente comme étant des petites mains possédant des savoirs ouvriers, ce qui prouve qu'on a encore besoin de faire sortir de l'ombre, par exemple, des mathématiciennes. Alors, je vais commencer par mes 3 pères fondateurs préférés de l'informatique, dont j'avais déjà parlé il y a 2 ans, mais pour d'autres dimensions, qui sont Norbert Wiener, John von Neumann et Alan Turing, 3 personnes qui ont commencé à penser et à rêver des ordinateurs à peu près à la même époque, autour des années 50. Et ce qu'il est intéressant de savoir dans leur cas, c'est que même s'ils ont construit même s'ils ont construit des calculateurs, même s'ils ont construit des machines permettant de faire des statistiques, des machines permettant de faire du calcul balistique pendant la guerre, c'est pas ça qu'ils voulaient faire. Ils ne voulaient pas créer des machines qui plus tard allaient pouvoir faire de la compta ou des calculs. Ils voulaient dupliquer le cerveau humain. Ils voulaient inventer l'intelligence. Alors, ils n'en avaient pas les moyens techniques, mais c'était bien ça qu'ils avaient en ligne de mire. Alors, le premier de ces messieurs, Norbert Wiener, qui fonde la science cybernétique en 1948. Alors, très rapidement sur ce qu'il entend par là, mais ça va nous servir par la suite, ce qui intéresse Wiener, pour lui,
c'est pas la constitution des entités, c'est pas ce dont les entités sont faites, pas la matière, pas la structure, pas si c'est du métal, du fer, etc. Ce qui l'intéresse, c'est le comportement de ces entités par rapport à l'environnement. Alors, il y a des comportements assez basiques. Vous voyez, par exemple, ce piano qui est à côté de moi. Son comportement, c'est d'avoir une relation avec le sol, là où il appuie sur le sol. Il occupe une certaine place dans l'espace. C'est un comportement très, très simple, qui n'est pas très différent du comportement de cette chaise. C'est ça que Wiener, c'est à ça que Wiener s'intéresse quand il s'intéresse aux différentes entités, et pas le fait que ce piano est en bois alors que cette table est en métal, par exemple. À partir du moment où il s'intéresse au comportement et non plus au contenu, à la matière, pour lui, peu importe que la créature soit artificielle ou non, ou que l'entité soit artificielle ou non. Quand il va chercher à reproduire le vivant, en fait, il ne va pas chercher à reproduire la matière vivante, il va essayer de reproduire ou de réfléchir à ce que ça donnerait, reproduire le comportement du vivant, que ce soit à partir de biologie, de substances biologiques ou de substances artificielles, minérales, peu importe, c'est pas ça qui est pertinent. Et dans un livre au titre hautement évocateur qui s'appelle Golem, God Golem Incorporated, comment certains points de la cybernétique entrent en collision avec la religion, il écrit « L'homme fait l'homme à son image ». Alors, on comprend la phrase à laquelle il se réfère. D'ordinaire, on lit « Dieu a fait l'homme à son image ». Mais là, ce n'est pas ce dont il parle. L'homme fait l'homme à son image. Alors, si on était complètement rigoureux, il veut dire normalement les humains font les humains à leur image. Il emploie homme dans un terme générique. Vous allez voir par la suite que ce n'est pas si générique que ça, mais je peux lui accorder qu'à ce moment-là, il voulait dire les humains font les humains à leur image. Mais c'est quoi l'image? Qu'est-ce qu'on entend par faire à son image? Et Wiener va parler de deux types d'images qui vont nous guider le long de cette présentation, l'image picturale ou l'image opérante. L'image picturale, c'est à quoi on ressemble, en quelque sorte, c'est la matière, ce qui nous constitue, donc pas ce qui nous intéresse, vous avez bien compris. L'image opérante, c'est le comportement. Et il va nous expliquer que les entités, ce qui va l'intéresser, c'est comment sont faites ces images opérantes. Je comprends que c'est un peu abstrait, vous allez voir où je vais en venir. Wiener était très intéressé et se référait beaucoup au mythe de Galatée et de Pygmalion, et il utilisait ce mythe pour expliquer cette histoire d'image picturale et d'image opérante. Alors je vous raconte, je vous avais dit que je vous racontais des histoires, je vous raconte rapidement le mythe de Galatée et de Pygmalion. En plus, c'est un vrai plaisir pour moi parce que l'effet Pygmalion, qu'on appelle aussi plutôt en langue anglo-saxonne effet Golem, vous voyez qu'on n'est pas loin, est quelque chose dont on parle en sciences de l'éducation. L'effet Pygmalion, c'est quand les élèves deviennent tels que l'enseignant, l'enseignante pense qu'ils sont. Et c'est tout à fait bien représenté, donc, et vécu aussi comme ça par Wiener. Donc c'est quoi cette histoire de Galatée et Pygmalion? Pygmalion, tel qu'on le lit dans les Métamorphoses d'Ovide au 1er siècle, était un jeune roi de Chypre, déçu par la légèreté de mœurs des femmes de Chypre. Et il fait le vœu de rester célibataire parce que vraiment il ne trouve pas son compte dans les femmes autour de lui. Et comme c'était un sculpteur de grand talent, il sculpte une femme superbe en ivoire qu'il nomme Galatée et dont il tombe amoureux. Il a fait l'image picturale. Et il va au temple d'Aphrodite prier pour que Galatée prenne vie. Et Aphrodite est touchée par les prières de Pygmalion et donne vie à Galatée, lui donne le souffle de vie. Et voilà, nous obtenons l'image opérante, Galatée s'anime. Ce parallèle, image opérante, image picturale avec Pygmalion et Galatée, c'est Wiener qui le fait, pour nous faire comprendre ce qu'il veut dire par là. Sachez que c'est une histoire de créature artificielle qui finit bien. Je le souligne parce qu'il y a beaucoup d'histoires de créatures artificielles, et on en verra plus tard, qui finissent mal. Là, ça se passe bien. Pygmalion va épouser Galatée, qui reste la femme vertueuse et parfaite telle qu'il la voulait. Et il aura même des enfants avec Galatée, donc c'est une histoire qui se passe bien. Et on trouve dans cette histoire des grands thèmes qu'on va retrouver par la suite, c'est-à-dire l'imperfection
des femmes qu'il faut pallier, et qui pallie à cette imperfection? Un homme qui va fabriquer tout seul l'être féminin dont il a besoin, et là va y avoir une divinité qui va s'en mêler. Et ce mythe de Pygmalion était très vivant dans l'histoire personnelle de Wiener, et lui aussi, Wiener fait directement le lien. Wiener était un enfant prodige, il a écrit un livre qui s'appelle « Ancien prodige », ex-prodigy. Le père de Wiener était lui-même une personne d'une grande érudition, il parlait une trentaine de langues, il était également scientifique, et il a décidé de prendre en main l'éducation de ses enfants. Il avait un garçon et 2 filles. À 1 an et demi, Wiener lisait et écrivait, en tout cas lisait parfaitement. Léo Wiener l'a tout de suite retiré de l'école, parce qu'il voit bien que l'école n'en ferait pas grand-chose. Quand Wiener est retourné à l'école à 7 ans, c'était pour entrer au secondaire, et il a eu son doctorat à Harvard à 18 ans. Alors, en termes de socialisation, évidemment, ce n'était pas super, hein, vous vous rendez compte du décalage. Par contre, son père était absolument satisfait de ce qu'il avait fait, et dans un article écrit donc par son père, Léo Wiener, un article intitulé « Quelques idées nouvelles sur l'éducation des enfants », il explique « C'est un non-sens de dire, comme le font certaines personnes, que Norbert, Constance et Bertha sont des enfants exceptionnellement doués. Il n'en est rien. S'ils en savent plus que les enfants de leur âge, c'est parce qu'ils ont été entraînés différemment. » Alors, incontestablement, ils ont été entraînés différemment. On sent bien aussi que Léo Wiener a plutôt mis le paquet sur son fils. Et ce que Wiener dira par la suite, c'était que son père, qui pourtant était a priori un être aimant, les échecs de Norbert étaient les siens, et les succès de Norbert étaient en fait les succès de son père. Il fait un parallèle très très net entre les mythes de Pygmalion et de Galatée avec sa propre vie. Somme toute, sa mère a produit l'image picturale, vous savez, cette chose qui ne sert pas à grand-chose finalement dans la cybernétique, et son père a produit l'image opérante de Norbert. Dans ces histoires de création, que ce soit celle de Galatée, mais que ce soit d'ailleurs la création symbolique de Norbert, c'est une histoire qui n'inclut pas réellement les femmes et qui même les exclut du processus créatif, en tout cas du processus créatif qui importe la création de l'image opérante. Autre cybernéticien, John von Neumann. Alors John von Neumann est la personne qui a conçu un ordinateur de papier qui s'appelle l'EDVAC, qui par la suite est devenu un ordinateur pas du tout de papier. L'architecture qu'il a conçue pour les ordinateurs, la plupart de nos ordinateurs, ça a un peu évolué, mais pendant longtemps j'ai pu dire nos ordinateurs, sont des ordinateurs à l'architecture von Neumann, dont vous avez l'architecture globalement symbolisée ici. Alors, von Neumann, lui, il a dit très clairement, il considérait que l'aboutissement ultime de la science, c'était la description du cerveau en langage formel. Et donc, il s'est collé à réussir à modéliser le cerveau en langage formel et logique. Finalement, il a estimé que le cerveau humain était tellement compliqué que la modélisation du cerveau serait un cerveau lui-même, qu'on ne pouvait pas le simplifier en quelque sorte. Et donc, il a essayé de construire un cerveau électronique, enfin, pas électronique, un cerveau électrique à l'époque, avec les moyens techniques qu'il avait. Et le cerveau qu'il a pris en exemple, c'était le sien. John von Neumann était une personne, alors c'était un juif hongrois réfugié, enfin dont la famille s'était réfugiée aux États-Unis, qui lui aussi parlait un grand nombre de langues à la naissance et qui avait une mémoire édétique. La légende dit, c'est quelque chose sur lequel je me suis toujours interrogée, la légende dit qu'il était capable de lire un texte et de le répéter sans erreur et même des années plus tard. En tout cas, au minimum, il avait une mémoire assez fabuleuse et donc il considérait que la mémoire était le centre de l'intelligence. Et que la logique, une logique arithmétique, une pensée arithmétique et logique était également le centre de l'intelligence. Et quand il conçoit son architecture, eh bien, il se base, alors je ne dis pas qu'il s'est trompé dans sa façon de faire, hein, évidemment, mais il cherche en fait à dupliquer son propre cerveau. Par ailleurs, nous avons toute une collection de
propos diversement misogynes que von Neumann pouvait émettre dans son quotidien, mais vous allez dire peut-être pas pire que ses collègues, ça je l'entends, mais il est certain que le cerveau qu'il cherchait à dupliquer, c'était avant tout le sien, c'était lui qu'il cherchait à recréer dans ces machines artificielles. Je ne sais pas, je m'interroge sur ce qu'il aurait fait s'il a vu la puissance de calcul qu'on a aujourd'hui. Et ça, c'est probablement le plus célèbre des trois, c'est Alan Turing. Alors, vous voyez, tout ça, c'est les mêmes années, hein, les années 45-50, c'est juste après-guerre. Alan Turing, il détient le premier article où on met côte à côte les questions d'ordinateur et d'intelligence. Hein. Il a écrit un article célèbre qui s'appelle « Computing Machinery and Intelligence », où il parle des ordinateurs qui vont devenir intelligents. Alors, je ne vais pas vous reparler en détail de cet article, regardez la vidéo d'il y a 2 ans, mais il y a des éléments tout à fait intéressants dans cet article, surtout pour ensuite que je puisse vous parler d'autres mythes ou d'autres travaux littéraires. Au début de cet article, il se pose une question que vous vous êtes beaucoup posée dans ce séminaire, et particulièrement dans le séminaire précédent, ou peut-être celui juste avant, je ne sais plus. C'est quoi l'intelligence? De quelle intelligence on parle? Et Turing, de façon assez pragmatique et avec aussi un fond d'ironie, hein, quand on lit son article, on comprend qu'il n'est pas intégralement sérieux, Turing se demande, est-ce que l'homme est intelligent ou est-ce que son comportement nous donne à penser que l'homme est intelligent? En tout cas, il estime qu'il n'y a pas de raison qu'on fasse un double standard par rapport aux machines, puisqu'un homme qui se comporte d'une manière d'ordinaire considérée comme intelligente et appelée intelligent, et bien une machine qui fait de même le sera aussi. Mais on voit bien la pensée cybernétique derrière. Du moment que le comportement est identique, on va pas pinailler sur en quoi sont faites les entités. Donc, puisqu'il va se demander à partir de quand une machine est intelligente, il faut qu'il définisse ce qu'est une machine, avant de définir ce que c'est d'être intelligent. Et il commence à dire, nous souhaitons exclure de la catégorie des machines les hommes nés de la manière habituelle. Alors la manière habituelle, on est bien d'accord, c'est la différence des sexes. Donc la manière habituelle, c'est la participation d'un homme et d'une femme, et même au sens très large, vu qu'il va dire, pour qu'il n'y ait pas de triche, entre guillemets, on pourrait par exemple requérir que les ingénieurs soient tous de même sexe, mais ce ne serait pas vraiment satisfaisant. Je pense que dans la vision de Turing, il n'imaginait pas un groupe de femmes ingénieurs en train de manufacturer une machine, mais il signale bien que la machine dont on va parler ne peut pas être issue de la différence des sexes, ça doit se produire différemment. Et par ailleurs, Turing était une personne homosexuelle dans une Angleterre homophobe et misogyne. Bien qu'il ne dissimulait pas réellement son homosexualité, ne regardez pas le film avec Benedict Cumberbatch en vous disant que vous allez avoir une bonne idée de la biographie de Turing, vous verrez un joli film, mais qui raconte une histoire qui, de loin, ressemble un peu à Turing. Il ne dissimulait pas réellement son homosexualité, sans en faire nécessairement complètement état, mais en tout cas, si on ne le voyait jamais entouré de femmes, beaucoup de ses collègues estimaient que c'était par misogynie. Et dans ce qu'il exprimait auprès de ses collègues, c'est que, disait-il, le problème avec les femmes, c'est qu'il faut leur parler. Quand tu sors avec une fille, tu dois discuter avec elle, et trop souvent, quand une femme parle, j'ai l'impression qu'une grenouille jaillit de sa bouche. Vous allez voir cette histoire de discuter avec quelqu'un dont la conversation est intéressante, et c'est plutôt pas les femmes, on va le retrouver dans l'histoire que je vais vous raconter juste après. Turing, ce qu'il cherche à faire, c'est recréer, alors on peut dire recréer l'esprit du jeune garçon dont il était amoureux quand il était adolescent et qui est mort trop jeune, c'est créer un être artificiel, une entité intelligente supérieure qui serait dégagée des contingences du corps et en particulier des contingences de la sexualité avec laquelle il faut se débattre. Et c'est vers cette intelligence-là que Turing essaie de tendre, et quand il va décrire ensuite dans son jeu de limitation de quelle intelligence on parle, on voit très bien que l'intelligence supérieure désincarnée qu'il imagine est une intelligence masculine. Et donc le parallèle que je vais vous faire, c'est avec une nouvelle de science-fiction de 1886, écrite par un auteur qui s'appelle Villet de l'Isle-Adam,
et qui s'appelle L'Ève future, où on crée un personnage qui s'appelle Adali. Et vous allez voir, je ne pense pas que Turing ait connaissance de cette histoire, mais j'imagine qu'il s'y serait lui-même parfaitement reconnu. Alors, l'histoire de L'Ève future, Lord Evald est amoureux d'une actrice qui s'appelle Alicia Clary. Cette actrice a un corps superbe, image picturale, mais est d'une grande sottise. L'image opérante, ça n'a pas bien marché. Et il est profondément désolé, désespéré qu'une personne aussi belle puisse être aussi stupide. Alors on est dans des contes romantiques, tragiques du 19e siècle, donc ça le pousse pratiquement au suicide, tellement il est navré de la vacuité de ses rencontres féminines, hein, ça vous rappelle normalement Pygmalion. Et là, il rencontre un scientifique qui s'appelle Edison, nommé Edison évidemment en hommage au savant américain, et Edison lui propose de fabriquer un être artificiel qui ressemble en tout point à Alicia Clary, de l'animer, et que par la force de son amour, Lord Evald va transmettre la vie, en gros, à cet être artificiel appelé Adali. On peut dire qu'il a un peu plagié Galatée et Pygmalion. Donc c'est ce qui va se passer. Edison crée cet être artificiel et, alors quand il le crée, il s'explique. Il va justifier sa démarche de la façon suivante, Edison. Il dit qu'il y a deux types de femmes. Il y a les femmes assainies, consacrées et justifiées par la dignité persistante du devoir, de l'abnégation, du noble dévouement. Et puis il y a celles qui ressemblent à Alicia Clary, plus proche de l'espèce animale que de l'espèce humaine. L'homme a le droit de haute et basse justice sur ce genre d'être féminin, comme il l'a sur les animaux, et il se proclame l'assassin de l'animalité triomphante de la femme. Alors c'est pratique hein, pour Villers de l'Isle-Adam, c'est pas lui qui dit ça, hein, c'est Edison. Voilà. Lui, son héros, c'est Lord Evald. Et donc, comment Edison va animer Adali ? Eh bien, il va enregistrer des films sonores lui-même. Et en fait, tous les mots que Adali va prononcer, c'est des enregistrements et des phrases que Edison avait dit précédemment. Alors, on peut quand même se demander ce qui se passe dans ce trio entre Edison, Lord Evald, et la discussion amoureuse que Evald a avec Adali, sachant qu'elle ne fait que répéter les mots d'Edison. Et ça me rappelle évidemment quand Turing dit qu'il faudrait pas que cette machine artificielle, enfin cet être artificiel, soit issu de la différence des sexes. Et peut-être faudrait-il que tous les ingénieurs soient du même sexe. Ça veut quand même dire assez littéralement que l'être créé est perçu, au moins symboliquement, comme l'enfant des ingénieurs. Là, on est quand même sur un trio assez étonnant où Edison crée une image picturale et l'amour de Lord Evald va la rendre, je ne sais pas si on peut dire vivante, mais en tout cas opérante, avec les phrases préenregistrées par Edison. Bon, après, il faut quand même que la morale soit sauve, hein, parce que les lecteurs de l'époque ne sont pas complètement stupides en lisant cette nouvelle, ils voient bien les soubassements d'homosexualité qui se tricotent dans cette histoire. Lord Evald revient avec Adali en bateau, enfin, rapatrie le corps d'Adali en bateau. Le bateau fait naufrage, le sarcophage coule, et Evald prend le deuil d'Adali. Mais on voit très bien, là encore, cette histoire. Les femmes sont désespérément imparfaites. On ne peut pas s'en satisfaire. Ce sont des hommes entre eux qui créent un être parfait féminin qui pourra être animé par la volonté des hommes. C'est encore une reproduction, un auto-engendrement dans le cas d'Edison, sans passer par les femmes. Mais là, comme je vous disais, cette fois, ça finit mal parce qu'il n'y a pas une divinité qui s'en est mêlée. Villers de l'Isle-Adam a estimé nécessaire pour la morale de son texte de supprimer Adali et de rendre Evald désespéré. Alors, la créature artificielle, évidemment, suivante dont je vais vous parler, je pense que vous imaginez que j'allais bien y venir, c'est Frankenstein.
Alors c'est d'autant plus intéressant de parler de Frankenstein à Genève, parce que c'est une histoire genevoise. L'autre jour, j'étais à Plainpalais, je suis tombée sur la statue de Frankenstein sur Plainpalais. Elle a été mise là en 2014. Je ne l'avais jamais vue. J'en suis voulu de l'avoir jamais croisée. J'en ai apporté une photo. Le docteur Frankenstein est genevois. Et si la créature est là sur Plainpalais, c'est parce qu'un des meurtres qu'elle commet, elle le commet sur la plaine de Plainpalais. Alors pourquoi je vous parle de Frankenstein? C'est un peu le symbole même de la créature artificielle qui se retourne contre son créateur. Mais en fait, ce n'est pas ça que Mary Shelley, l'autrice de Frankenstein, a voulu raconter. Mary Shelley, elle vous explique qu'elle écrit un roman familial. Je pense que vous n'avez jamais vu Frankenstein comme un roman familial. Elle l'écrit dans l'intro, c'est très très clair. Et quand on a cette grille de lecture et qu'on lit Frankenstein, on comprend pourquoi Mary Shelley dit qu'elle écrit un roman familial. Alors, je vous raconte un subset de Frankenstein pour vous expliquer où je veux en venir. Victor Frankenstein est un médecin dont la mère décède et qu'il ne peut pas sauver. Il s'enferme, il désespère, il décide de vaincre la mort et il songe à animer un cadavre avec la puissance de l'énergie électrique, de l'énergie de la foudre, ce qu'il fait, et il ramène à la vie donc un cadavre qui n'aura pas de nom, hein, qui est la créature de Frankenstein. Et quand la créature s'anime, Frankenstein prend peur et la chasse. Et là, plus tard, sa créature va le confronter un peu plus tard et va lui dire, excusez-moi, je ne retrouve plus. Bon, on va lui dire en substance qu'elle a été, quand elle est née, elle était bonne. On sent une inspiration Rousseau, une bonté naturelle et spontanée. Mais comme son père l'a repoussée et qu'il n'avait pas de mère, c'est encore un auto-engendrement sans mère, abandonné de tous, repoussé ensuite par la famille qu'il prendra en modèle et qui sont terrifiés par son apparence, il va devenir mauvais, il va commencer à tuer tout le monde autour du docteur Frankenstein. Donc pour Mary Shelley, si ça se passe mal, si cette créature se retourne contre son créateur, c'est pas tant parce que Frankenstein a volé un secret divin, c'est pas tant parce qu'il a su animer un cadavre et a vaincu la mort, c'est parce qu'il a créé un enfant seul, sans mère et sans s'en occuper. Et il a renié, il n'a pas assumé, on va dire, sa responsabilité paternelle. Alors évidemment, ça parle de sa vie à elle aussi. Mary Shelley, Mary Shelley, née Mary Wollstonecraft, elle était la fille du philosophe anglais William Godwin et de la féministe anglaise et philosophe Mary Wollstonecraft. Et Mary Wollstonecraft meurt quelques jours après ou quelques semaines après la naissance de sa fille. Son père est assez inconsolable. Il va apprendre à la petite Marie à lire sur la tombe de sa mère. Après, vous étonnez qu'on écrive des contes gothiques. Il l'entoure des grands esprits de l'époque. Alors, elle a une éducation hors du commun pour une fille de son époque, mais même pour un garçon de son époque. Par contre, côté amour familial, William Godwin est un homme de son époque, il ne sait pas trop faire. Et comme elle n'a pas de mère non plus et qu'elle est un peu élevée dans la culpabilité du décès de sa mère, c'est pas si simple. Et parmi les personnes invitées par son père, il y a le poète Percy Shelley, poète romantique, marié contre son gré. Et Mary Shelley, à 16 ans, va se sauver avec Percy Shelley. Et ça va être un monstrueux scandale. Ils vont fuir de place en place. Elle va perdre un premier enfant. Et puis finalement, autre poète sulfureux, Lord Byron, grand ami de Shelley, va les accueillir à la villa Diodati, que je rêve de pouvoir visiter, qui se trouve à Colonie. Je suis allée la voir, mais je suis juste restée devant la porte. À la villa Diodati, qu'il loue avec son ami amant et souffre-douleur John Polidori. Et il leur propose de passer des vacances avec eux. Et là, il va se passer la plus célèbre partie littéraire du XIXe siècle. Les quatre personnes lisent des contes gothiques allemands, se racontent des histoires et décident d'écrire chacun une nouvelle. Et c'est les deux amateurs qui vont finir leur travail. Les deux grands poètes, eux, ils n'arrivent pas au bout.
John Polidori va écrire une nouvelle qui s'appelle Le Vampire, qui met en scène Lord Ruthven, qui est en fait une parodie, une façon de se venger de Lord Byron, et Bram Stoker va piquer la nouvelle de Polidori pour créer le comte Dracula. Donc le comte Dracula, en fait, c'est Lord Byron. Mais c'est pas de cette histoire-là dont je vais vous parler. Mary Shelley, enfin Mary Wollstonecraft à l'époque, plus tard, au décès de la femme de Shelley, elle va l'épouser. Mary Shelley va écrire Frankenstein, et vous voyez comment son histoire personnelle va imprégner son récit. Elle est enceinte au moment où elle écrit Frankenstein. Évidemment, elle se demande, vivre l'amour libre, se sauver, vivre dans un univers romantique au 19e siècle, c'est plus facile pour les mecs que pour les femmes. Elle se demande ce que va devenir son enfant à naître, et donc elle écrit cette histoire. Alors la vie de Mary Shelley va pas être très drôle parce que finalement Shelley va se suicider, elle va se débrouiller, elle n'a qu'un seul enfant qui va vivre. Elle écrira un peu toute sa vie, mais obligée aussi de vivre de son écriture. Elle n'est jamais devenue une autrice particulièrement célèbre. Pour le coup, sa créature est plus célèbre, et son médecin est plus célèbre qu'elle. Dans l'histoire de Frankenstein, c'est donc typiquement l'histoire qui finit mal, mais parce que ce dont Frankenstein est puni, c'est d'avoir tenté un auto-engendrement sans femme et sans assumer sa paternité. Cette image de Frankenstein a été beaucoup reprise dans la science-fiction de l'époque âge d'or, dans les années 50 aux États-Unis. Cette science-fiction qui a accompagné l'essor de tout un tas d'éléments technologiques, l'informatique, mais aussi la conquête spatiale, par exemple. Moi, c'est le volet informatique qui va m'intéresser. Et Asimov parle du complexe de Frankenstein, dans les récits, mais aussi dans la façon de considérer les machines. Et ce qu'il va dire, c'est... alors ça, il le dit en 1950, vous voyez, on est toujours dans cette même époque, au moment où les cybernéticiens pensent aux premiers ordinateurs, au moment, ça doit être 1952, la première occurrence du terme intelligence artificielle suite à la conférence de Dartmouth. Donc c'est vraiment cette même époque. Donc Asimov écrit « Le savoir a ses dangers, sans doute, mais faut-il pour autant fuir la connaissance ?» En d'autres termes, Faust doit affronter Méphistophélès, mais il ne doit pas nécessairement être vaincu par lui. Et par la suite, il va partir en guerre contre le complexe de Frankenstein en imaginant des machines qui vont faire le bien de l'humanité. Alors là-dessus, par exemple, Wiener n'était pas si sûr. Wiener, c'est quelqu'un qui écrit que l'homme du XXe siècle est l'homme de Bergen-Belsen et Hiroshima. On sent qu'il n'a pas forcément complètement foi dans l'humanité. Mais s'il crée la cybernétique, qui est la science de la régulation et de l'information, c'est pour réguler l'entropie du monde qui lui semble inévitable, et qu'au moins on va donner aux humains la capacité de réguler cette entropie avec des machines. Asimov, comme beaucoup des auteurs de science-fiction de l'âge d'or de cette époque, c'est des scientifiques qui ont foi en une science bonne. Ok, ça n'a pas très bien marché pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais ce n'est pas la science le problème, c'est les politiciens. Ça, c'est vraiment un thème qui revient de manière récurrente dans toute cette littérature de science-fiction écrite par des scientifiques. C'est pas la science le problème. La science pourrait être fondamentalement bonne. Les scientifiques veulent faire le bien. C'est les politiciens qui ont tout gâché. Et il écrit une première nouvelle en réponse au complexe de Frankenstein, qui s'appelle Robbie. C'est une des toutes premières nouvelles d'Asimov, et il reconnaît que lui-même, il reconnaît par la suite qu'elle n'est pas terrible. Voilà. Quand il a écrit, alors il dit « J'étais puceau, je connaissais rien à la famille, je m'entendais bien avec mon père, ça me suffisait pour écrire des histoires familiales. » Bon, il reconnaît que c'était pas formidable. Et qu'est-ce qu'il écrit dans Glory ? Ouais, c'est ça. Il parle d'une nounou qui s'appelle Robbie, qui est un robot utilisé pour s'occuper d'une petite fille qui s'appelle Gloria. Voilà, c'est ça. La nouvelle s'appelle Robbie, la petite fille s'appelle Gloria. Donc Robbie est la nounou idéale que peut avoir Gloria, et on voit quand il raconte la relation entre Gloria et sa nounou robot, c'est un peu le rêve de tout nerd, de tout gamin, comme il va se décrire lui-même, maigrichon, scientifique, en but aux railleries de ses camarades. Encore un thème extrêmement récurrent, et dans les nouvelles de science-fiction, mais aussi dans les interviews des informaticiens
que j'ai pu mener, je ne vais pas dire informaticienne, parce que ça n'avait pas tant que ça, cet être qui est votre compagnon, qui vous veut du bien, qui vous comprend, qui a une conversation suffisamment intelligente pour la partager avec vous, et puis surtout, voilà, qui vous veut pas de mal. Et donc le père de Gloria va décrire les avantages d'un robot nounou de la manière suivante. Un robot est infiniment plus digne de confiance qu'une bonne d'enfant humaine. Ce robot n'a été construit en réalité que dans le but unique de servir de compagnon à un petit enfant. Il ne peut faire autrement que d'être aimant et gentil. C'est une machine faite ainsi, c'est plus qu'on peut en dire pour beaucoup d'humains. Et puis il y a la mère de Robbie, la mère de Gloria, qui elle représente le volet obscurantiste et qui essaie d'expliquer pourquoi c'est pas une bonne idée. Et ses arguments sont assez pauvres. Alors elle propose un enfant n'est pas fait pour être gardé par un être de métal, parce que voilà. Un incident pourrait se produire, ou que vont dire les voisins? Pas très étayé, alors qu'il y a des tas de raisons. Évidemment, si on a, je ne vais même pas dire 2 sous-connaissances en sciences de l'éducation, mais juste 2 sous-connaissances, plus que le jeune Asimov de 19 ans, un robot qui est toujours entièrement d'accord et qui finalement n'est que le reflet de la discussion de Gloria, est-ce que c'est vraiment la bonne façon d'élever un enfant? Bon, c'est une question rhétorique. Mais pour Asimov, ça semble très très bien. Et l'histoire va... Alors, finalement, à force de tanner son père, le père accepte que Robbie soit retiré, la gamine est très triste, la gamine dépérit, et puis à un moment, alors qu'elle va avoir un accident grave, soudain Robbie sort de on ne sait où, sauve la gamine, et la mère comprend qu'elle se fourvoie depuis le début, et que les scientifiques ont raison, en substance. Donc c'est une histoire qui finit bien, parce qu'Asimov a foi dans la science. Et il a inventé ce qu'il appelle les 3 lois de la robotique pour cadrer la manière dont les robots vont se comporter. Et alors qu'il y a en parallèle un certain nombre de récits qui, à la même époque, vous lisez Bradbury, ça n'a pas du tout le même goût, de machines où ça se passe plutôt mal, qui contrôlent l'humanité, qui essaient de vivre en parallèle des humains, mais sans beaucoup d'empathie pour eux. Non, chez les scientifiques auteurs, et notamment chez Asimov, les robots sauvent l'humanité. Par contre, c'est quand même formidable dans ses écrits. Et évidemment, je ne pense pas qu'il y ait aucune stratégie de sa part, mais on est tous et toutes imprégnés de cette culture occidentale de créatures artificielles qui se passe bien ou mal. Dans sa création de robots, au moment où son univers va se développer plus en plus, les parents de ces robots, c'est Alfred Lanning qui construit les robots eux-mêmes, l'image picturale, et Suzanne Calvin, qui est un des tout premiers personnages féminins de science-fiction, qui sont un personnage positif, intéressant, intelligent et avec de l'épaisseur. Je rends hommage à Asimov de l'avoir mis dedans, et pas seulement soit des épouses, soit des filles qui crient pour qu'on vienne les sauver. Suzanne Calvin, qui est psychologue pour robots, et qui en fait va s'occuper de l'image opérante. C'est-à-dire que les robots positifs d'Asimov qui vont sauver l'humanité, s'ils échappent au complexe de Frankenstein, c'est parce qu'ils ont un père et une mère, qui vont s'occuper d'eux. Alors voilà, j'ai demandé à l'IA de me dessiner des robots gentils, parce que quand j'ai demandé de me dessiner des robots, enfin l'image que l'IA a elle-même des robots, ça fout la trouille. C'est assez amusant. Mais elle sait dessiner des robots gentils, et voilà. Je pense que Asimov n'aurait pas désavoué mes robots gentils. Et alors maintenant, qu'est-ce qu'on trouve dans les discours des informaticiens? Parce que moi, je suis allée discuter dans les années 2000 avec des informaticiens, alors qui n'ont pas connu les années 50 quand même, mais qui ont connu l'arrivée du micro-ordinateur. Alors soit chez moi, soit dans des ouvrages de l'époque. La première citation, elle vient de mes propres entretiens. J'ai rêvé de créer mon propre robot, de lui donner mon intelligence, de le faire mien, de lui donner mon esprit, de me voir en lui depuis que je suis tout petit. Vous voyez ce que je veux dire quand je parle d'auto-engendrement? Chez Sherry Turkle, alors là on tape sur le clou, on est très clair, les hommes ne peuvent pas avoir d'enfants, c'est pourquoi ils essaient d'en avoir par l'intermédiaire de la machine. Les femmes n'ont pas besoin d'ordinateur, elles peuvent avoir des enfants d'une autre manière. Personnellement, je pense que j'ai besoin d'un ordinateur, même si j'ai eu des enfants d'une autre manière. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas profondément lié à l'essence même d'être un homme ou d'être une femme, c'est évidemment de la représentation genrée, mais en tout cas c'est comme ça que cet informateur l'exprime. Et puis...
un hacker que j'ai interviewé. Alors là, on est à l'étape d'après. La citation de Turkle, elle est dans les années 80. On a encore pas mal, on se représente encore pas mal les robots, les machines, le support, c'est important. On a encore besoin de l'image picturale. Au début des années 2000, l'image opérante suffit. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin du support, le comportement suffit, le logiciel suffit. J'interviewe ce hacker qui crée des virus, alors il me dit bien, attention, je ne crée pas des virus pour infecter les machines. Non, 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 moi j'ai une éthique hacker, attention, pas de blague. Hacker, KO Computer Club, il fait partie de la noblesse d'épée des hackers, attention. Mais il me dit, je programme des virus, c'est pas pour les relâcher, mais c'est parce que c'était des petits programmes intelligents, des petites créatures. Voilà, il avait trouvé le moyen de créer de manière logicielle des petites créatures. Là, c'est le moment où je vais redevenir sociologue, je vais vous parler de Françoise Héritier. Françoise Héritier, alors c'est une anthropologue française, une grande anthropologue française qui a écrit un certain nombre d'ouvrages s'appelant Masculin, féminin et se posant la question du féminin et du masculin dans les sociétés humaines. Alors elle est africaniste, elle n'a pas une connaissance étendue de toutes les sociétés humaines et probablement que si elle avait un peu plus travaillé sur les cultures d'Asie, elle n'aurait pas tout à fait émis les mêmes propos. Mais en gros, ce qu'elle explique, c'est qu'elle constate dans les sociétés tant d'Afrique que les sociétés occidentales, qu'il y a des mythes des origines. Et dans ces mythes des origines, soit on a des êtres asexués ou androgynes, disons, qui se reproduisent eux-mêmes. Adam, par exemple, il est créé androgyne. Adam, c'est un golem à l'origine, dans la façon... Je ne vous parlerai pas des golems, ça me prendrait trop de temps, mais c'est considéré comme étant un golem, c'est-à-dire un être sans conscience. Il est créé androgyne. Dans certains textes, en fait, il est imaginé homme et femme se tournant le dos, et puis il sera séparé pour créer homme et femme séparément. Donc, et dans beaucoup de cultures africaines qu'elle étudie, elle voit une vision des choses avec des hommes qui vivent dans un endroit, des femmes qui vivent dans un autre endroit, parfois des îles qui sont séparées, des territoires séparés, et les femmes font leurs filles et les hommes font leurs fils. Et puis à un moment, les hommes et les femmes se rencontrent, ont un rapport sexuel, ça déplaît aux dieux, et ils punissent les hommes plus durement que les femmes parce qu'ils estiment, les dieux, que c'est l'homme qui a imposé, ou en tout cas initié le rapport sexuel. Et donc les femmes vont continuer à garder ce pouvoir totalement incroyable, inexplicable, injuste pour les hommes et exorbitant de se reproduire aux semblables, elles font leurs filles, mais aussi de reproduire les fils des hommes. C'est-à-dire, quels que soient les fantasmes des pouvoirs de puissance que les hommes peuvent mobiliser, s'ils veulent assurer leur postérité, s'ils veulent assurer leur éternité, ils doivent passer par les femmes. Parce que les femmes enceintes ne se demandent pas si leur enfant est d'elles, si vous voyez ce que je veux dire. Donc pour que les hommes soient certains de leur filiation, il faut qu'ils s'assurent de la possession absolue du corps des femmes, de sorte qu'ils soient certains que leurs fils sont bien leurs fils. Françoise Héritier estime que ça fonde la domination masculine. Je n'irai pas sur ce terrain, c'est controversé, mais c'est une proposition qui existe. Mais en tout cas, ce sur quoi elle insiste, c'est que ce privilège exorbitant qui font que les femmes font leurs filles et les fils des hommes. Alors certes, quand on a compris les gamètes, tout ça, on sait bien que si on n'est pas les deux, il n'y a rien qui marche. Mais symboliquement, voilà. D'ailleurs, on dit... les femmes font des enfants, ça n'a pas de sens. Il faut être deux pour faire des enfants. Mais moi, je suis toujours fascinée que quand on calcule les taux de fécondité, on calcule le nombre d'enfants par femme. Là encore, on n'est pas parthénogénétique. Ça n'a pas de sens de calculer ça par femme. Bref, symboliquement, ce sont les femmes qui font les enfants et qui font les filles et les fils des hommes. La cybernétique, l'auto-engendrement, la création à travers les machines, ma foi, c'est une solution pour contourner ce privilège exorbitant. La dernière histoire que je vais vous raconter, je ne sais pas si vous l'avez reconnue, c'est HAL 9000, l'ordinateur tueur de 2001, Odyssée de l'espace. Et là encore, la manière dont je vais vous raconter l'histoire, ce n'est pas forcément la manière dont vous l'avez vue, enfin dont vous l'avez imaginé en regardant le film de Kubrick, même si ça s'y trouve, c'est beaucoup plus clair quand vous lisez le roman d'Arthur Clarke.
Arthur Clarke, est un scientifique de l'âge d'or de la science-fiction qui pense que la science est fondamentalement bonne. Là, vous allez me dire comment un scientifique qui pense que la science est fondamentalement bonne a pu créer l'archétype du robot tueur. Eh bien, parce que quand vous lisez Clarke, vous vous rendez compte que le pauvre HAL 9000 n'avait pas le choix. Alors, HAL 9000, alors je vous raconte rapidement le début de 2001, Odyssée de l'espace. Il y a un monolithe est découvert sur la face cachée de la Lune, il envoie un signal dans l'espace, l'humanité met en place un vaisseau qui s'appelle Discovery pour aller suivre et trouver la source de ce signal, enfin la destination de ce signal, qui est du côté de Jupiter. Son équipage est composé de plusieurs astronautes et scientifiques, endormis le temps du voyage, et de HAL 9000, un ordinateur. HAL, c'est IBM en décalant les lettres de -1, c'est-à-dire le I devient un H, le B devient un A, vous avez compris. Une intelligence artificielle qui va s'occuper du voyage. Et puis, en fait, HAL va se mettre à assassiner tous les membres de l'équipage. Le seul qui va échapper, c'est David Bowman, qui finalement, dans une scène célèbre du film, va débrancher HAL, et au fur et à mesure qu'il débranche HAL, HAL retombe en enfance. On l'entend régresser, et à la fin, il récite une des toutes premières comptines qu'il a appris dans son enfance de cerveau informatique, et puis finalement, il est débranché. Pourquoi il fait ça, HAL ? En fait, il est pris dans un piège dont il n'arrive pas à se sortir. Et celui qui va mettre au jour le problème, c'est son père, c'est-à-dire c'est Chandra, l'informaticien qui a créé HAL, qui a toujours eu foi dans le fait que ce n'était pas possible que HAL se soit transformé en tueur, et qui, dans 2010, va clarifier totalement et innocenter totalement la situation. Et alors Clarke, il dit très clairement... le docteur Chandra portait uniquement le deuil de son enfant perdu, HAL 9000, c'est très très clair, et de même que cette comptine que va réciter HAL dans 2001, c'est la comptine que son père lui a appris. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, HAL, en soi, il n'a aucune hostilité envers les humains, et en fortiori envers l'humanité en général. La situation insoluble dans laquelle il a été placé, c'est qu'on lui a demandé de réussir la mission, avant tout, de la garder secrète, de tenir secret les véritables intérêts de la mission, et surtout de ne jamais en parler aux humains, mais de leur dire la vérité. Eh bien, il ne s'en sort pas. Enfin, si, sa seule solution, c'est de supprimer les humains. Plus d'humains, plus de problème, il peut mener à bien sa mission et la garder secrète. Et donc, c'est pour ça qu'il va éliminer tout le monde. Et le point de vue de Clarke est très clair, c'est la bêtise tragique des politiciens. Je vous disais que c'était un thème récurrent qui provoque la mort des humains, et pas HAL, qui n'avait pas d'autre choix tel qu'il a été programmé. Et d'ailleurs, dans la suite des histoires, David Bowman va s'allier avec HAL pour la suite de l'histoire. Enfin, on lui en veut pas, quoi, dans ces histoires. HAL, il est représenté uniquement de cette façon-là. En fait, il est à peu près... Sa structure est éparpillée dans le vaisseau. Là encore, on n'a plus vraiment besoin d'images picturales. C'est plus que du logiciel, c'est l'image opérante. Et le sommet qui, pour moi, fonde à la fois les représentations geeks, la représentation de l'ordinateur dans la pop culture qui va durablement marquer et impressionner les représentations aujourd'hui qu'on a, les représentations en termes d'imagerie d'Épinal, les prototypes d'informaticiens, vous l'avez dans le film War Games de 1983. Si vous ne l'avez jamais vu, revoyez War Games, c'est absolument fascinant. Enfin, moi, je suis indéfiniment fascinée par War Games. Dans Wargame, il y a un ordinateur qui est au NORAD et qui s'occupe de la riposte nucléaire. Il a été programmé par un informaticien qui s'appelle Stephen Falcon, qui a perdu son fils et qui a nommé cet ordinateur Joshua du nom de son fils. Normalement, ça vous rappelle des trucs. Et puis ensuite, il s'est complètement désintéressé de la vie de l'informatique, tout ça. Il a laissé Joshua vivre sa vie au NORAD à piloter la riposte nucléaire. Et puis en parallèle, il y a un jeune, alors aujourd'hui on dirait un jeune geek ou un jeune hacker, plutôt brillant, mais un peu inconscient ou inconséquent, qui ne se rend pas compte de ce qu'il fait. Alors il incarne déjà tout un tas des stéréotypes de l'informaticien. Il est brillant, il ne sait pas nager, il n'est pas sportif. Le seul truc
qu'il a pour la nécessité du film, c'est qu'il est séduisant et qu'il arrive à séduire une fille et en faire une copine. Mais à part ça, il coche les autres cases du stéréotype. Et donc ce jeune garçon qui s'appelle David Lightman, il s'appelle David évidemment en hommage à David Bowman, pirate par mégarde, sans le faire exprès, l'ordinateur du NORAD, le fameux Joshua, et commence à vouloir jouer avec lui. Donc au début, il joue au morpion, et puis finalement, il joue à la Troisième Guerre mondiale, et Joshua démarre la Troisième Guerre mondiale. À la fin, on se retrouve avec le père de Joshua qui débarque dans la salle du NORAD alors qu'on est à 2 doigts de la Troisième Guerre mondiale, qui s'adresse à son fils virtuel en lui disant « Mon Dieu, Joshua, mais qu'est-ce que tu as fait ?» Et David Lightman, qui est quelque part le grand frère de Joshua, qui va discuter avec lui et qui va arrêter la catastrophe. En fait, il va montrer à l'ordinateur qu'il n'y a pas de solution pour gagner. Si on simule toutes les parties, la seule façon de gagner la Troisième Guerre mondiale est de jamais la commencer. Donc finalement, l'ordinateur s'éteint et propose une partie de morpion, qui est quand même beaucoup plus inoffensif. Et là on a vraiment l'arrivée d'Ulysse comme nouveau héros, c'est-à-dire on est capable de programmer l'ordinateur qui va lancer la Troisième Guerre mondiale, mais on est capable aussi d'être celui qui est capable d'arrêter l'ordinateur qui va lancer la Troisième Guerre mondiale. Et donc, toutes ces histoires que je vous raconte depuis le début, c'est une espèce de poursuite, de création, d'auto-engendrement qui se passe bien ou mal, selon les cas, mais qui se passe entre scientifiques et entre hommes. Et je vais citer un historien des sciences qui s'appelle David Noble, qui explique, et que notamment, alors ça se voit notamment avec les technologies reproductives, mais aussi avec les créatures artificielles qui font partie des technologies reproductives, certes d'une manière plus symbolique. Il explique que depuis un milieu d'année, la poursuite scientifique obsessionnelle de la création d'un enfant sans mère, c'est-à-dire enfin réaliser cette bonne science qui se fait nécessairement entre hommes. Je pourrais vous citer un certain nombre de remarques de scientifiques au cours du temps, comme par exemple ceux qui n'ont pas voulu accepter Emmy Noether, une grande algébriste parmi eux, non pas parce qu'ils doutaient de ses compétences, mais parce que, justement, disait-il, la bonne science se fait entre hommes. Alors voilà, j'arrive à la fin. Je voulais encore vous donner quelques citations d'informaticiens, juste pour vous montrer que je ne plane pas uniquement dans des récits déconnectés de propos même d'informaticiens. Alors le premier vient d'Alan Key, qui était chercheur au Xerox PARC Center, qui est un grand centre d'innovation informatique qui a créé et fondé bien des éléments qui sont notre quotidien, comme la souris, les environnements graphiques avec des fenêtres, etc., qui dit « L'informatique met la science à l'envers. Dans la science normale, on vous donne un monde et votre travail est de trouver les règles qui s'appliquent. Dans l'informatique, vous donnez les règles à l'ordinateur et il crée le monde. » Là, je fais quasiment un teaser pour la conférence que je pourrais vous faire dans 2 semaines. C'est-à-dire, il ne suffit pas, dans 2 ans, il ne suffit pas de créer, de s'auto-engendrer. On passe à l'étape d'après. C'est-à-dire, maintenant, on est dans la création de monde. On va remplacer Dieu. Les légendes autour du golem sont tout à fait là-dedans. Le premier golem créé qu'on trouve dans des textes de la Kabbale, où le premier golem est créé par Jérémie, est associé à la phrase « Dieu est mort », c'est ce qu'écrit le golem. Le premier ordinateur israélien à Rehovot, a été appelé golem. Enfin, vous voyez que le fantasme prend des proportions encore plus importantes. Dans mes propres interviews, j'ai eu... Bon, maintenant qu'on est entre nous, on peut se dire la vérité. Alors, 2 choses. D'abord, on a gagné, on est les maîtres du monde, on est partout, et nos programmes contrôlent tout. Ensuite, maintenant qu'on contrôle tout, il va falloir commencer à écrire des programmes qui marchent. Bon, ça, il raconte ça au début des années 2000, ça fait rire. Ça, dans la parole des gens qui contrôlent les GAFAM, ça me fait beaucoup moins rire aujourd'hui. J'imagine des gens comme Musk le dire, mais sans une once d'ironie. Et alors, un autre, Jacques, qui lui a regardé Wargame, il en a des souvenirs faux, parce qu'il y a des éléments qu'il va me raconter, c'est pas tout à fait ça, mais il me dit, dans Wargames, l'ordinateur, pour moi, était capable de tout faire. Quand je voyais Wargames, le mec, il pouvait tout faire devant son ordinateur. L'ordinateur, c'était l'outil qu'il fallait avoir. C'était le pouvoir, ou plutôt la puissance. On est en 86. Ce que faisaient les ordinateurs à l'époque, c'était pas vraiment le pouvoir et la puissance, mais la capacité de fantasme dégagée par ces machines, oui, c'était le pouvoir et la puissance. Et franchement, Jacques,
je signe avec lui, c'est pour ça que j'ai commencé l'informatique. Voilà, j'arrive à la fin. Ça, c'est encore une image que j'ai demandé à l'IA de me créer si on mélangeait en gros Dieu et l'ordinateur, ce que ça donne. Vous voyez que l'IA a des idées, elle est prête. Hein. Mais sans aller jusque-là, ce monde numérique fantasmé est un monde sans femmes. Alors dans la réalité, c'est pas faux. Hein. En informatique, on est environ vers 15% de femmes, c'est-à-dire que 85% d'hommes, mais haut la main, et encore je pinaille pas dans les sous-rubriques de l'informatique. L'étymologie du mot ordinateur, telle qu'elle a été écrite par Jacques Perret en 1950, je sais plus quoi, 55. Ordinateur, c'est la machine qui, à l'instar de Dieu, met de l'ordre dans le monde. C'est ça que veut dire le mot ordinateur. Une cérémonie d'ordination, c'est un évêque qui sacre des prêtres. Alors, c'est un peu tombé en désuétude, mais quand Perret a créé le mot ordinateur, c'est de là qu'il le tire. L'ordinateur, c'est la machine qui, à l'instar de Dieu, met de l'ordre dans le monde. Alors, que penser de la personne qui programme la machine qui, à l'instar de Dieu, met de l'ordre dans le monde? Et quand on est dans ces fantasmes-là, à un tel niveau de fantasme, et qu'on est au niveau d'une société qui ressemble, par exemple, à une GAFAM, et qui génère des IA, qui sont quand même ces images opérantes, qui n'ont plus besoin de l'image picturale de créatures artificielles, franchement, quel serait l'intérêt d'y intégrer les femmes? Et quand Zuckerberg dit qu'à son avis, ça manque d'énergie masculine dans le numérique, c'est vrai que 85%, c'est encore un peu court, et il l'exprime de manière très littérale. Voilà, je vous remercie.